Le week-end dernier, les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu le 58e sommet ordinaire de la communauté. Par visioconférence, l'ordre du jour a porté sur la situation sécuritaire au Sahel, évidemment, mais aussi et surtout sur la transition malienne, sans oublier l'impact du Covid-19 en Afrique de l'Ouest. Des recommandations ont été faites. Dans ce sens, un appel pressant a été fait aux autorités de la transition au Mali pour un strict respect de l'agenda qui conduira d'ici 14 mois aux élections dans le pays. Et sans doute en respect à cette demande et en accord avec la charte de la transition au Mali, le Comité national du salut pour le peuple CNSP, organe créé par les militaires poutistes, est officiellement dissous, suivant un décret signé par le président de transition et le Premier ministre Afrique de l'Ouest. Les conclusions du 58e sommet de la CEDEAO en débat, thème du plateau du jour. Bonjour à tous et bienvenue. Avec nous pour en parler, Lamine Cissé. Bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Face à vous, Madeleine Kondo. Bonjour. Bonjour Monsieur Touano, bonjour Monsieur Lamine Cissé et à tous ceux qui nous suivent. Voilà, bonjour. Vous êtes panafricaniste, présidente fondatrice de l'ONG AUHR, African Union for Human Rights. Les chefs d'État ont parlé impact de la Covid-19 en Afrique de l'Ouest, mais aussi crise sécuritaire au Sahel et la transition au Mali. Justement, nous démarrons Lamine Cissé par le Mali, où les chefs d'État ont demandé et obtenu la dissolution du CNSP. Oui, d'accord, merci beaucoup. Mais je crois que ça faisait partie, de la feuille de route. Parce que cet gouvernement de transition a un mandat, un délai de 18 mois. Mais tant que cette commission n'est pas dissoute, ça veut dire qu'il y a 2 organes en fonction. Donc ça rassure un peu non seulement les Maliens, mais ça rassure la communauté internationale. Je crois qu'il vaut mieux tard que jamais. Que jamais, oui. Voilà. Alors le Comité national pour le salut du peuple CNSP, organe créé par les militaires poutistes du 18 août dernier au Mali, est officiellement dissous. Madeleine Kondo s'était retenue dans la charte de la transition malienne. Pourquoi cette dissolution a pris autant de temps, selon vous? Écoutez, les Maliens se sont réclamés d'une justice, les Maliens se sont réclamés d'une révolution, les Maliens se sont réclamés d'un travail qu'ils veulent achever pour essayer de se rendre vraiment utile pour le pays et pour tous les concitoyens. Et à ce titre, puisque la révolution, si je peux ainsi l'appeler entre guillemets, est partie de la société civile, des populations, et en même temps qui ont obtenu et rassuré la junte militaire, c'est-à-dire le pouvoir militaire, de façon à ce que conjointement, ils soient arrivés à ce résultat. Alors, si ce comité-là demeure, ça veut dire que il y a cet écran militaire sur tout ce qui va se passer. Or, depuis un certain temps, tout le monde vote, tout le monde opte pour des pouvoirs civils. Et à ce titre, comme vous l'avez déjà souligné, mieux vaut tard que jamais, cet écran-là est parti. Et comme ça, les Maliens vont se mettre au travail pour affronter ce qui se présente à eux de façon claire et effective. Voilà, le CNSP est désormais officiellement dissous, mais ses principaux responsables, sinon les responsables militaires sont toujours aux affaires. L'ex-président du CNSP, le colonel Assimi Goïta, occupe déjà le poste de vice-président de la transition. Il est numéro 2 du régime, donc. L'ancien président du comité dissous a lui pris la présidence du CNT, le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif. D'autres grosses pointures de l'ex-jeune sont aussi au gouvernement. Est-ce que, selon vous, Lamine Cissé, c'est quelque chose qui est nécessaire, le fait qu'il y ait autant de militaires dans l'appareil d'État actuellement au Mali? Oui, parce que le problème malien est d'abord sécuritaire, hein? Parce qu'on parle de l'économique. L'économique dépend de la sécurité. Et tout le nord du Mali est occupé. Les forces étrangères sont sur le terrain. Donc je pense que voir que la gestion, n'est-ce pas, chaotique, n'est-ce pas,
de règlement, c'est-à-dire la recherche de solutions pour le problème du Nord Mali, de la sécurité d'une manière globale, a été un des catalyseurs de la révolution populaire malienne. Je ne parle pas de la gouvernance politique et la gouvernance économique, mais la gouvernance du point de vue gestion sécuritaire a été aussi un catalyseur fort. Et la révolution par les populations a été achevée par les militaires. Je crois que les militaires ont une forte responsabilité quant à, n'est-ce pas, à l'aboutissement normal de la feuille de route à une transition vers une élection démocratique. Je crois que le fait qu'il soit présent, ça rassure, au contraire, parce que cette période de transition, gérer ça va être très difficile, d'autant plus qu'il faut non seulement des résultats sur le terrain, et il faut galvaniser les troupes pour que vraiment que ce qui n'a pas pu être fait soit fait. Parce qu'il paraît qu'à cette époque, il y a une haute corruption dans la gestion même des finances, de l'argent qui est destiné, n'est-ce pas, à l'achat des matériels, au financement des troupes sur le sol. Il paraît qu'il y avait de la corruption. Mais maintenant, ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à montrer des preuves et rassurer les populations que oui, ils vont assumer les responsabilités qui est la leur. Mais ils ne sont pas seulement... Quand nous voyons, on voit peut-être que c'est l'apparence militaire, tenue militaire qui nous met... Les civils sont beaucoup plus nombreux dans la gouvernance. Au niveau de la gouvernance locale, au niveau de la gouvernance étatique, les civils sont là aussi. Et il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres ténors, n'est-ce pas, de la vie politique qui ne veulent pas actuellement participer à cette transition parce qu'ils attendent être candidats, n'est-ce pas, aux élections présidentielles prochaines, quoi. Alors, Madeleine Kondo, des voix s'élèvent au Mali pour dénoncer une militarisation accrue du régime. Selon vous, est-ce qu'on devrait laisser les militaires aux affaires ou autant laisser les militaires aux affaires? Je rappelle que le président de transition, c'est un colonel, même s'il n'est plus officiellement en treillis, il est colonel. Le vice-président de transition, c'est un homme en uniforme. Le président du CNT, c'est un colonel. Plusieurs postes de responsabilité au gouvernement sont tenus par des militaires qui ont participé à ce putsch qui a renversé le président. Quelle est votre lecture de cette caporalisation dénoncée par une partie de Maliens, donc de mainmise des militaires sur les affaires du pays? Écoutez, soyons un peu francs dans ce que nous faisons. Je m'adresse au peuple malien. Ils savent très bien qu'ils ont vécu sous la terreur des djihadistes, qui sont même allés jusqu'à faire assassiner des militaires, des hommes même qui ont des armes sur eux, qui deviennent vulnérables. Ce n'est pas la population civile qui peut résister devant cette avancée des djihadistes. Alors, tout ce qu'ils ont obtenu aujourd'hui, ils l'ont fait de façon conjointe avec l'armée. Il ne suffit pas de se lever et puis du coup comme ça refuter ou bien chercher à rejeter l'armée, parce qu'on a vu tout ce que les djihadistes dans le nord ont eu à faire jusqu'à même vers le sud ici, où ils continuaient. Et à partir de ce constat, j'estime qu'il est normal pour les hommes en treillis d'être au devant des affaires. Et comme M. Lamine Cissé l'a souligné, il y a des civils parmi eux. Et si c'est dirigé, c'est-à-dire les gens qui sont à la tête, des premiers sur la ligne sont des militaires, c'est normal. Parce que dans nos pays, les gens ont tendance à se comporter comme des voyous. Excusez-moi du terme. Et c'est à ce titre-là que par moment, il est normal, sinon nécessaire, pour les hommes en treillis d'être aux côtés des civils, ne serait-ce que pour maintenir et rétablir et maintenir l'ordre. Parce que nos pays sont vulnérables compte tenu du fait que les forces étrangères qui viennent vers nous viennent avec des forces militaires. Et dans le cas du Mali, on connaît déjà la présence des Russes. Et à ce titre-là, je pense que la collaboration même sera encore plus facile avec les hommes en treillis pour s'adresser et sécuriser les populations civiles. Alors, pour ceux qui sont candidats dans les coulisses qui ne se sont pas encore montrés, qui prennent leur calme en patience. Parce que pour qu'il y ait des élections fiables, sécurisées, pour que les résultats même reflètent
le choix des populations qu'on a voulu ou bien qu'on voudrait servir, c'est normal qu'il y ait les militaires, ne serait-ce que pour maintenir l'ordre. À ce titre, je pense qu'ils sont là et il y a leur raison d'être. Et petit à petit, ils vont aller vers ce qu'eux ils voudraient ou alors qu'ils souhaiteraient, ne serait-ce que pour le bien-être des populations maliennes. Voilà, il faut que la junte militaire desserre son étau sur les institutions. Nous ne sommes pas rassurés sur leur façon de faire. Aujourd'hui, des citoyens sont enlevés, sont empêchés de manifester, sont arrêtés, sont séquestrés. Et c'est l'œuvre de la junte malienne, des critiques extrêmement dures de Choguel Maïga, président du comité stratégique du M5-RFP. Lamine Cissé, votre avis? Non, je crois que les militaires aussi doivent comprendre que les populations ont droit de manifester. Quand on dit la transition, cette transition, elle ne se fait pas dans la violation des droits humains, elle se fait dans le respect des droits humains. C'est extrêmement important. Alors maintenant, je crois que les militaires ils sont tenus. Cet gouvernement de transition est tenu de montrer les résultats au cours des 18 mois. Ils ont une feuille de route à respecter strictement. Ils ne sont pas là pour s'éterniser, c'est ça le problème. Et je crois qu'au terme de leur mandat, quand on fera l'évaluation, les populations comprendront s'il faut les balayer ou s'il faut les laisser là. Ça, c'est extrêmement important. Mais cela ne peut que se faire dans la concertation. Les militaires doivent avoir, n'est-ce pas, la possibilité de concerter tout le temps les acteurs qui sont dans le combat. Ils doivent comprendre. Parce que si les acteurs ne comprennent pas et que tout se passe dans les coulisses, sur le terrain, ce qui se passe, c'est visible. S'ils sont en train de faire des résultats, c'est visible. Mais leur présence à la tête des institutions va galvaniser davantage les militaires pour dire il nous faut un résultat. Ça, c'est extrêmement important. Mais ça doit se faire dans le respect des droits humains. C'est extrêmement important. Alors, Madeleine Kondo, le sommet du G5 Sahel aura lieu dans 3 semaines tout au plus, les 15 et 16 février prochains donc, à N'Djamena. Pour préparer ce rendez-vous, le président Macron a reçu plusieurs de ses homologues sahéliens. Après Idriss Déby Itno, c'est au tour de Ban Dao, le président de la transition du Mali, d'être reçu donc à l'Élysée, une sorte de reconnaissance pour lui. On rappelle que Ban Dao est un président de transition et donc n'a pas été élu par le peuple malien. Oui, écoutez, je pense que à partir du moment où le pouvoir, disons entre guillemets, militaire, comme les populations civiles veulent le dire, si les actes que ce pouvoir porte ou alors pose sont des actes dans la clarté et la transparence, je ne vois pas pourquoi le peuple malien s'érigerait contre eux. Si vous êtes là pour servir des gens, si toutes les décisions que vous prenez, vous les prenez de concert avec vos autres collaborateurs civils, et vous prenez le temps d'expliquer à la population dans les détails les actes que vous pesez ou alors les décisions que vous prenez, je ne vois pas pourquoi le peuple malien va du coup comme ça se lever et puis s'ériger contre vous. Et pour la réception de M. Ban Dao, je suis très contente que cela se passe comme ça en France. Parce que pour une fois, M. Macron va sentir et apprécier nos sentiments, si je peux ainsi me répéter, quand il s'agit de prendre ou alors d'accepter quelqu'un que vous ne voulez pas. Parce que quand on me dit que M. Ndao n'a pas été élu, ok, je suis d'accord, mais il y a eu un coup de force. Disons, il y a eu quelque chose qui a fait que M. Ndao est là. La population a demandé à IBK du parti, du président IBK du parti, parce qu'ils ne veulent plus de lui, qu'il a déjà fait trop de mal. Et à ce titre, M. Ndao a la tête d'une transition. On a vu M. Macron et puis l'Union européenne, et même la Cour africaine, et même la CEDEAO, avec à sa tête le brave qui voulait qu'on l'entende, M. Alassane Dramane Ouattara, dit qu'il n'est pas question, il faut qu'on rétablisse M. IBK. Parce que c'est M. IBK qui fait l'affaire de la France et de l'Europe. À ce titre-là, M. Macron est obligé d'accepter M. Dao.
c'est pour lui dire combien de fois il va, disons, sentir comment nous nous sentons quand ils nous mettent quelqu'un que nous, on ne veut pas. Et on est obligé de composer, de dialoguer avec cette personne. Alors, pour moi, il n'a qu'à gérer sa douleur. Il peut prendre des antidouleurs et puis que la vie continue parce que le plus important, c'est la vie et la survie. D'abord, la survie du Mali et la vie et la survie des populations maliennes. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui est le plus important. Les sentiments de M. Macron ou alors le fait de dire que ce monsieur n'a pas été élu et qu'il doit le recevoir à l'Élysée avec tous les honneurs, il n'a qu'à faire avec. Il n'a qu'à gérer ça. On ne fait rien avec ça. Voilà. J'ai une préoccupation par rapport à ça, parce que Macron n'a pas dit que... C'est nous qui sommes en train de faire une communication sur ce qui n'est pas... C'est un non-événement. De toutes les façons, ce n'est pas Macron qui va donner la légitimité à Bandao. D'autant plus que, quand vous dites putsch sur le plateau, ça me gêne. Je préfère dire que c'est la révolution populaire qui a renversé un président de la République. Parce que ça, ce n'est pas un putsch, c'est une révolution populaire. Il y a eu une intervention militaire. Non. L'intervention militaire. Pour achever, non. Oui, pour achever, mais l'intervention militaire. L'initiative n'est pas des militaires. Un putsch, c'est un gouvernement installé valablement et les militaires viennent le faire sans le consentement du peuple. Ça, c'est le peuple, pendant des mois, qui est dans la rue, ils ont perdu la vie, ils veulent le changement. Mais que les militaires viennent ou ils ne viennent pas, le changement se fera. Hein. Peut-être que les militaires ont limité les dégâts. Parce que déjà, ils ont commencé à tirer sur les populations et les gens étaient impliqués. Ils allaient aller jusqu'au bout, Ibeka allait partir. Alors donc, moi, je n'appelle pas ça un putsch. C'est une révolution il y a un changement, c'est opéré par une révolution populaire. Les militaires sont venus aider la population n'est-ce pas, à parachever leur volonté. Donc ça, c'est pas un putsch. D'autant plus... Alors donc, ce gouvernement-là est légitimé par ce peuple-là. Légitimé par la CEDEAO. La CEDEAO, c'est pas Macron qui va contrôler la CEDEAO. Et l'Union africaine a dit oui. Les Nations Unies ont dit oui, ça va. Macron, mais il est tenu de recevoir Bandao. Quel est son interlocuteur? Ensuite, Macron a des soldats sur le terrain. Il a des intérêts, il y a des troupes sur le terrain qui sont en train de mourir, bien que c'est la France qui a envenimé davantage, qui a créé ce problème-là, le conflit sahélien, c'est la France. C'est la France, par ses actions en Libye, par le fait de tuer un président en exercice, et ça a dégénéré dans toute la sous-région. Mais si la France est là, je crois qu'il est venu, n'est-ce pas, je n'appelle même pas ça dégâts collatéraux, mais c'est la destruction des États qui s'en est suivi. Le CNSS Sahel, la main de la France est dedans. Donc, Macron, moi, je souhaiterais que lui, il se déplace pour venir rencontrer les chefs d'État. Mais comme nous sommes dans un régime où on croit qu'on est toujours colonisé, nos chefs d'État se déplacent vers lui. Celui qui va en France, là, donc ça a devenu une communication. C'est-à-dire, tu bombes la poitrine, je suis allé en France rencontrer le président Macron. Mais c'est honteux. C'est extrêmement honteux pour les pays qui se disent indépendants et libres. Franchement. Alors, Madame Kondo, le sommet marathon a permis au chef d'État aussi de prendre acte du report s'inédié de la création de l'ECO, la monnaie commune de la zone. Un commentaire sur cette monnaie qui aurait dû être opérationnelle depuis juillet 2020 et qui finalement ne le sera pas avant l'horizon 2025. Écoutez, avant d'arriver à la question, je voudrais, par exemple, dire, la France a envenimé, comme M. Lamine Sissé a dit, la France a envenimé la situation. Et à partir de cet instant-là, je dis qu'elle assume les conséquences. On parle de soldats français qui meurent au Mali, pour les Maliens. Oh, je suis étonné. Et les soldats maliens qui mouraient depuis, ils sont morts pour qui? Et les populations civiles que dernièrement, d'ailleurs, ils ont bombardé déjà, ils parlaient d'erreur. Quelle erreur? Vous ne faites plus confiance à vos satellites ou alors vous n'arrivez plus à lire les informations qui vous parviennent. Pour ma part, en ce qui concerne l'ECO, restons sur les principes de tous les pays membres, surtout les pays anglophones qui ont dit qu'il ne s'agit pas de faire imprimer cette monnaie ailleurs, c'est-à-dire à Sharm el-Sheikh ou quoi. Et puis, il ne s'agit pas de faire fonctionner cette monnaie dans les mêmes principes du CFA. Si c'est ça, ça ne va pas marcher. Donc,
Nous, on attend et on supporte les pays anglophones, surtout le Nigeria et autres, pour ce qu'ils ont avancé concernant l'éco. Et je crois, je vous ai fait parvenir une vidéo où il y a un Français qui disait que comment se fait-il que dans l'histoire de l'éco, la France veut encore que ça soit imprimé chez eux, avec tous les principes autour qu'ils laissent. Et d'ailleurs, il accusait la France et tous ceux qui se sont réunis pour parler de l'éco d'avoir volé, je lui emprunte ces mots-là, d'avoir volé une expression, c'est-à-dire quelque chose qu'ils ont attribué à la monnaie commune des Africains pour dire que c'est eux qui ont décidé. Le terme éco, il y a très longtemps de cela. Alors, que ce soit une situation qu'on ne devrait pas appeler une situation de putschiste au Mali, ok. M. Lamine Cissé a dit que c'est les interventions militaires qu'on appelle putschistes, des putsch plutôt. Je vais glisser ce petit côté-là dedans pour qu'on réfléchisse à ça. Peut-être qu'on aura le temps d'arriver à ça. C'est que nous, on avait toujours dit qu'il y a eu un coup d'État militaire. Il y a eu un putsch. Il y a eu, on peut l'appeler comme on veut, mais les gens ont toujours dit que ce n'était pas le cas en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Et il y a eu une intervention militaire. Les rebelles étaient militaires et même la France. Ce ne sont pas les civils français qui sont venus intervenir. C'est la force militaire française qui est venue intervenir pour forcer le président Laurent Gbagbo à partir. Ils l'ont même pris et ils ont fait croire que c'est la rébellion qui l'a pris. Mais les images sont là, les images parlent. Et aujourd'hui, on est au moment des réseaux sociaux. Tout le monde a des caméras. Je m'arrête là. Alors, on revient à la monnaie éco qui visiblement a des difficultés à prospérer. On a l'impression qu'il y a aujourd'hui, face à Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui visiblement a pris fait et cause pour cette monnaie-là, les pays anglophones qui sont extrêmement réticents à la mise en œuvre de cette monnaie-là dans ce canevas-là, notamment le Nigeria et le Ghana, qui n'entendent pas du tout que cette monnaie-là soit mise en œuvre dans ce même arrimage, c'est-à-dire laisser les pays européens, notamment la France, frapper la monnaie, le laisser dans le même canevas que le franc CFA arrimé à l'euro. Ce sont des questions visiblement qui font qu'il y a des points d'achoppement essentiels et qui font qu'aujourd'hui cette monnaie est renvoyée à 2025. Non, cela n'est dit nulle part. C'est-à-dire, moi, j'ai un problème, quoi. Moi, je peux juger les chefs d'État que sur leurs décisions. Quand vous prenez le communiqué du 58e et 57e sommet des chefs d'État, nulle part ce qu'on dit comme ça n'a été dit là-bas. Donc je peux que discuter sur ce que les décisions des chefs d'État, ce qu'ils décident de faire. Les chefs d'État, dans le cadre de la CEDEAO, il n'y a pas de divergence de point de vue sur l'existence de l'éco en tant que monnaie communautaire. Il n'y a aucune divergence. Le problème est que c'est des interprétations divergentes qui se font. Parce que quand je dis qu'il n'y a aucune divergence, je crois que c'est le 56e sommet des chefs d'État à Abuja. Le jour où Macron est venu en Côte d'Ivoire, ce matin-là, Alassane Ouattara est allé présenter au nom de l'UEMOA. Il était le président en exercice de l'UEMOA. Au nom de l'UEMOA, qu'est-ce que l'UEMOA a décidé par rapport à cette monnaie-là? Parce que c'est l'UEMOA, les 8 pays qui sont liés à la France par le franc CFA. Le Nigeria et les autres qui ont leur monnaie nationale ne sont liés à aucun pays. Et l'UEMOA a une expérience de gestion monétaire commune. Les autres ont une expérience de gestion monétaire individuelle. Alors que l'ECO, c'est la gestion monétaire globale des 15 pays de la CEDEAO. Donc il faut que l'UEMOA se décolonise par rapport au CFA, vis-à-vis de la France. Parce que ce n'est pas l'UEMOA qui a instauré le franc CFA, c'est la France qui a instauré par la loi, par De Gaulle, depuis 1945, le CFA. Donc c'est tout à fait normal que le processus de décolonisation par rapport à la monnaie CFA, que la France y prend part active. Alors Alassane Ouattara est allé dire à Macron le compte qu'il a rendu au chef d'État le matin à Abuja. Tout le monde a dit c'est formidable. Parce que l'UEMOA, il faut que l'UEMOA se décroche. Si l'UEMOA ne se décroche pas, on ne peut pas aller tout ensemble vers l'éco. Mais l'UEMOA va se décrocher comment? Ils ont dit il n'y a plus de dépôt dans les trésors français. D'accord.
Vous n'êtes plus dans notre banque centrale. Nous allons créer notre banque centrale, etc. Les lois sont prises pour tout ça. Là. Maintenant, pour décrocher le CFA de l'arrimage de l'euro, est-ce qu'il faut le faire maintenant? D'autant plus que nous, on n'est pas encore prêts. Où est l'écho? Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas aujourd'hui dire qu'il faut décrocher pour se tenir à quoi? Quel écho on peut créer aujourd'hui? Donc l'écho est dans un processus de création. Si tous les autres pays sont d'accord et les critères de convergence macroéconomique sont réunis, mais l'UEMOA va se décrocher et en ce moment-là, il n'y aura plus à dire que c'est la France qui va garantir. Cette garantie-là, la France a dit au président de l'UEMOA, si vous êtes prêt, je suis prêt. Au moment où vous êtes prêt de décrocher, prenez, il n'y a pas de problème. Donc la balle n'est plus dans le camp de la France, la balle est dans le camp des chefs d'État de l'UEMOA et de la CEDEAO. Maintenant, cette 58e sommet de l'UEMOA, qu'est-ce que, qu'est-ce que les chefs d'État ont dit par rapport aux critères de convergence? Ils disent qu'il y a les mots qu'ils ont utilisés, il y a une dégradation. Ils ont utilisé qu'il y a une dégradation par rapport, n'est-ce pas, aux critères de convergence macroéconomique, parce que les pays sont frappés par Covid-19. Donc il n'est pas possible, c'est parce qu'il y a une désorganisation de notre économie. Ils ont demandé à la Commission, n'est-ce pas, aux banques spécialisées, Institut africain de la monnaie, ou ouest africaine, Agence africaine de la monnaie ouest africaine, avec les banques centrales de l'Afrique de l'Ouest, de se réunir et de donner un autre deadline, une autre feuille de route. Ils veulent qu'à partir de je crois, à partir de 2022, que déjà les critères de convergence commencent à être mis en marche pour, dans l'horizon 25, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir la monnaie. Donc le processus est en cours, c'est irréversible. Mais maintenant, à l'heure actuelle, là, quelle monnaie on peut créer? Quel éco peut fonctionner? Rien. Est-ce qu'il faut maintenant là bannir le CFA et que l'UEMOA aille à l'éco maintenant tout de suite? Comment? Il ne peut pas aller parce que quand il va à l'éco aujourd'hui, ce serait le même CFA qui va être conduit puisque les autres pays ne sont pas encore prêts. Voilà le problème. Et que la situation économique ne permet même pas à 5 personnes de se réunir autour de cette monnaie-là. C'est ça la réalité du terrain. Donc discutons sur la réalité du terrain. La réalité du terrain est que aujourd'hui, on ne peut pas aller vers un éco quelconque. Donc, tenons notre CFA d'abord, avant que l'économie ne se dresse. Tenons que les autres pays tiennent à leur monnaie nationale, avant que... Maintenant, quand les critères de convergence macroéconomique vont se réunir, et qu'au sein de l'UEMOA déjà, qui ont l'expérience de la gestion monétaire commune, si les critères sont... Mais eux, ils peuvent tout de suite aller à l'éco et abandonner cet arrimage-là. Parce que ce qui est prévu, l'éco ne sera pas arrimé à une monnaie unique. L'éco, c'est un panier de devises. C'est nous qui allons choisir le panier de devises, dollars, tous les monnaies. C'est les chefs d'État qui vont faire leur politique monétaire. C'est ce que les chefs d'État, c'est sur ça, ils sont d'accord. Donc moi, c'est pourquoi les débats qui vont de gauche à droite, je ne les écoute pas. Moi, les chefs d'État, quand ils se réunissent au niveau, ce qu'ils décident là, c'est ce que je regarde. Ce qu'ils décident, j'abonde dans ce même salle-là. Si je dois apporter des critiques, je porte des critiques par rapport à cela. Mais je ne vais pas extrapoler, aller sur ce que les chefs d'État n'ont pas dit. Alors, Madeleine Kondo, de juillet 2020, on est désormais à 2025 au mieux. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Mon frère, quel que soit le temps qu'on va mettre pour habiller la mariée, elle est obligée d'apparaître parce que les invités ne vont pas rester là tout le temps. Donc, pour moi, que ce soit 2025, même 2030, ils vont s'arranger et ce jour-là va arriver à un moment donné. Parce que même si le Covid est là, même si il y a des situations qui font que physiquement, les gens ne peuvent pas se retrouver, ou alors, par principe même de certains critères de restriction, les gens ne peuvent pas se retrouver pour parler ou bien discuter, ou alors les économies même n'arrivent pas à décoller de façon effective. Ils doivent attendre, ils vont attendre, mais ils ne vont pas attendre éternellement. Et au fur et à mesure que la situation évolue, par exemple, même quand on parle du Covid,
Il y a eu des situations où les gens ont fermé tout carrément, les écoles, tout. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure qu'on a beaucoup plus d'informations et de variations sur la pandémie, ça fait qu'on commence à s'habituer, on commence à faire des ajustements, on commence à faire des changements dans notre vie de tous les jours autour de ce que nous allons appeler la pandémie et ses principes. Donc, pour moi, je ne vois vraiment pas de quoi on va parler. Seulement, ce que je veux souligner, c'est que les gens veulent une monnaie commune. Il se trouve que dans les principes même de coopération économique, voici la France qui donne une part belle à tous ces pays qui ne sont même pas des pays francophones, avec qui la France fait des affaires, avec des taux économiques assez appréciables, parfois même plus élevés que les taux d'affaires, de business que la France entretient avec les colonies françaises. Moi, personnellement, c'est ce qui me dérange. Parce que si vous maintenez les pays francophones sous le CFA, dans les critères et les principes que vous voulez, ça veut dire que même si un pays vient vers vous, surtout un pays qui n'est pas francophone vient vers vous, vous ne pouvez pas faire des affaires à des taux plus élevés, plus importants que ceux avec qui vous avez toujours collaboré, ceux que vous avez colonisés, ceux avec qui vous faites vos affaires. Le Nigeria et le Ghana ne sont-ils pas... Le gros problème que moi j'ai. Le Nigeria et le Ghana ne sont-ils pas en griffe plus bankable aujourd'hui que les pays colonisés par la France? Forcément que si on a envie d'avoir le Nigeria ou le Ghana dans l'écho, on est obligé de leur faire des propositions qui puissent les arranger. Mais oui, non, c'est-à-dire que dans les, n'est-ce pas, les instructions que la conférence des chefs d'État donne, n'est-ce pas, à la commission de la CEDEAO, car il s'agit des questions monétaires, il travaille avec les institutions et les agences monétaires ouest-africaines, plus les banques centrales de toute l'Afrique de l'Ouest. Que ce soit la BCAO, les banques centrales des pays qui ont leur monnaie là. Tous ces experts-là travaillent tous ensemble pour aller vers l'éco. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail d'ensemble. Mais, n'est-ce pas, le critère le plus important, c'est le critère de convergence macroéconomique. Parce que tu vois, même l'Union européenne, avant qu'ils aillent en Europe, il y a beaucoup de pays de l'autre de l'Est qui avaient eu des difficultés d'intégration de la monnaie euro. C'était très difficile, hein? Mais maintenant, ceux qui sont prêts peuvent aller ensemble. Mais c'est une obligation pour nous, si nous voulons être indépendants. Parce que, vous savez, c'est pas parce que par plaisir que les chefs d'État le font. Sans la monnaie unique, un marché commun, la CEDEAO n'a pas sa raison d'exister. Donc allons-y dans les coopérations bilatérales et arrêtons tout ce que nous faisons. Parce que l'aboutissement de tout le travail qui est en train de faire là, la CEDEAO des peuples, un marché commun et une monnaie unique. C'est ça le salut de la CEDEAO. Si la CEDEAO n'arrive pas à intégrer ces trois éléments-là, c'est que les chefs d'État ont perdu du temps inutilement. Et ils en sont conscients. Ils sont plus avancés d'ailleurs. Tu sais, ils sont en train de créer ce qu'on appelle un système de paiement et de règlement de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils veulent que des transactions qui se font entre les États et que les monnaies nationaux soient inclus dans ces transactions-là. Il y a une commission qui est mise, c'est la même commission qui a mis en œuvre. Ils ont donné une feuille de route pour qu'ils donnent une feuille de route très rapidement, d'une façon urgente, pour que ces données-là, ces monnaies nationales-là, les pays puissent les intégrer dans leurs transactions économiques. Donc, les chefs d'État sont conscients. Moi, mon problème est qu'il faut les pousser au bout. Il faut que la société civile s'organise pour mieux les booster qu'ils aillent en avant, parce qu'ils savent que ce processus est irréversible, sinon la CEDEAO va aller vers la dislocation. C'est réel, ça. Voilà. Alors, en premier point, les chefs d'État ont parlé de la situation du Covid-19. Ils préconisent des concertations entre les différents États de la CEDEAO, de l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, de l'OMS. Aussi, Madeleine Kondo, est-ce qu'on doit travailler de façon concertée pour essayer de répondre à la crise ? Visiblement, la seconde vague du Covid-19 qui est en train de sévir aujourd'hui en Afrique. Okay.
Il s'agit du Covid-19, de la Covid-19 ou du Covid-19. Seulement, si l'Organisation africaine de la santé doit travailler en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait qu'on parte sur des bases concrètes, sur des bases fiables et sur des chiffres qui vont refléter la réalité. Parce que jusque-là, les chiffres africains, c'est-à-dire les chiffres de personnes atteintes et aussi de personnes décédées des suites de la COVID-19, sont bas par rapport aux chiffres mondiaux et par rapport aux chiffres si on se réfère au continent. C'est pour dire quoi? Il n'y a pas aussi urgence que ça en Afrique. Je suis tenu par le secret professionnel. C'est pourquoi je vais brosser ce que je vais dire, mais pas trop dans les détails. Parce que quand je parle de chiffres vrais, même aux États-Unis, ici, les chiffres qui avaient été avancés pendant la première vague sont des chiffres qui sont loin de la réalité. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient à l'hôpital en phase terminale de cancer, c'est-à-dire que c'est des gens qui allaient décéder peut-être dans 2 semaines. Et puis comme ça, on attribue ces morts-là, ces décès-là au Covid-19. C'est pourquoi je dis, si on doit parler de ça, il faudrait que les chiffres-là soient fiables. Quand une jeune fille décède des suites hémorragiques d'un accouchement et qu'on attribue cela au Covid, ce n'est pas normal. Et il y a beaucoup de cas comme ça, que ce soit sur le continent ou ailleurs. Et dans les statistiques même de ce que j'ai vu de mes yeux comme ça, des malades atteints du Covid, beaucoup sont loin d'avoir la couleur de notre peau. C'est pour dire que cette campagne de vaccination-là, l'urgence n'est pas sur le continent africain. L'urgence est ailleurs. Parce que les chiffres, comme je le dis et je le répète, les chiffres dans ces pays même dits développés où la réponse médicale, la réponse à une urgence médicale est très rapide, ces chiffres-là sont très gros. Ces chiffres-là sont vraiment importants par rapport aux chiffres sur le continent africain. Donc, urgence de vaccination en Afrique, je ne crois pas. Mais comme les gens sont dans une affaire de business, les gens sont, il faudrait qu'on dise la vérité, les gens sont dans une affaire de business, de magouille. Ceux qui ont des pourboires ou bien alors des pourcentages sur les commandes de masques, de seringues, de blouses, de ceci, de cela, c'est leur gombo, comme on dit à Abidjan. Et ils ne peuvent pas laisser ça passer. C'est pourquoi on continue de tourner en rond. Moi-même, j'ai dit une fois que si M. Macron, il avait dit que ceux qui ne sont pas vaccinés en Afrique ne pourront pas aller en Europe. J'ai dit effectivement, on ne doit même pas aller en Europe si on n'est pas vacciné contre le Covid. Mais aussi, le cacao ne doit pas passer les frontières de l'Afrique si le cacao n'est pas vacciné. Et la même chose pour le café, les VA et tous les autres produits, l'anacarde et tout. Pour dire qu'on n'a pas intérêt à aller contaminer des gens si nous ne sommes pas vaccinés. Comme on ne doit pas partir, on va rester en Afrique avec nos produits et eux aussi qu'ils maintiennent cet ordre-là. Alors, Lamine Cissé, je voudrais votre avis sur, on va dire, c'était le premier point pour les chefs d'État au menu donc, de ce 58e sommet de la CEDEAO. Ils ont parlé donc, de la situation sanitaire sur le continent. On sait que l'Afrique du Sud, par exemple, est le pays le plus en difficulté avec les chiffres liés au Covid sur le continent. On parle d'entente, on parle de stratégie commune. Est-ce que selon vous, c'est déjà important que les chefs d'État s'asseyent et discutent d'une commune voix au sein de la CEDEAO par rapport à ces questions sanitaires-là? Oui, mais même au sein de l'Union africaine, c'est extrêmement important. Surtout au sein de la CEDEAO. L'Afrique du Sud, tu sais, quand l'Afrique du Sud parle, tout Africain se sent aussi concerné. Et c'est un pays qui a été vraiment frappé par cette pandémie. Bon, maintenant, on est en train de peut-être mettre les charrues avant les bœufs. Parce que pour moi, le préalable en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, le préalable, ce n'est pas le vaccin tout de suite. Le préalable, c'est
c'est des actions de prévention. Vous savez, la CEDEAO, je n'ai pas vu l'action de la CEDEAO, de la communauté, vis-à-vis des populations. Ils ont dit qu'ils ont donné des kits, de l'argent aux États. Mais non. C'est-à-dire que les migrants communautaires, ceux qui vivent dans les différents pays et qui sont venus des autres pays, ce sont ceux-là qu'on appelle des migrants communautaires. Mais ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne sont pas sensibilisés et ils croient même que le Covid n'est pas une réalité. N'existe pas. Que c'est du mensonge. Que c'est les chefs d'État, même dans les pays là, parmi les Béninois et beaucoup de pays au Niger, etc. Les gens disent au Mali, partout, les gens disent que c'est faux. Que ça n'existe pas. Ce travail au préalable doit être fait. Parce que la citoyenneté, l'engagement citoyen est la meilleure prévention. Et si, j'avoue, je vous dis la vérité sur ce plateau-là, s'ils ne font pas ce travail-là avec les organisations de la société civile, l'argent qu'ils prennent pour donner, ils n'ont qu'à donner aux populations de base pour sensibiliser les populations de base pour qu'ils comprennent que cela est un enjeu national, c'est en train de tuer l'économie du monde. Mais s'ils le sautent pour aller amener des vaccins, vous allez voir une révolution contre le vaccin. Parce que déjà, dans la conscience populaire, ces vaccins-là, c'est pour tuer les Africains. Ces vaccins-là, c'est du poison qui est dedans. C'est ce qui est dans la conscience collective des populations. Parce que nous avons vu par ailleurs des docteurs qui sortent, des docteurs émérites qui sortent pour émettre des réserves. Même le président Macron a émis des réserves par rapport aux vaccins qu'on administrait aux Français. Tout à fait. Sur la fiabilité, sur etc., etc. Mais ça pose un problème de conscience, de compréhension collective. Donc c'est pourquoi il faut que nos chefs d'État, ils n'ont qu'à arrêter d'être que des bureaucrates. La CEDEAO doit se référer sur les populations de base et avoir des boussoles, des indications claires pour leurs actions de base. C'est extrêmement important. Alors, Madeleine Kondo, importance de sensibiliser, donc faire comprendre déjà aux populations qu'il y a un réel danger avant de parler de stratégie commune ou de commande de vaccins. Effectivement, ce que je... Sur le point... par exemple, le point sur lequel... C'est la meilleure façon de le dire. Le point sur lequel je rejoins M. Lamine Cissé, c'est surtout au niveau de la prévention. Vous savez très bien que le système sanitaire africain est déplorable. Alors, aujourd'hui, dans un pays comme les États-Unis, si ils arrivent à la conclusion que prévenir une maladie revient moins cher que la guérir, je ne vois vraiment pas pourquoi les Africains et nos leaders africains seraient réticents dans ce sens-là. Le Covid, ou bien la Covid, comme vous voulez l'appeler, est une maladie respiratoire. Parce que ça commence par détruire d'abord le système respiratoire. Et vous savez que c'est le système respiratoire qui vous assure l'alimentation au niveau des cellules, c'est-à-dire vos échanges gazeux respiratoires doivent être bien assurés. Parce que si votre taux de gaz carbonique reste élevé dans les tissus, ça veut dire que vous n'évacuez pas le gaz carbonique qui est un gaz respiratoire de façon normale. Et là, nous sommes en urgence médicale. Alors, dans ces conditions-là, tout l'argent qu'ils avaient reçu, et là, je ne parle pas des autres pays, je fais toujours référence à la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays et je discute avec les médecins sur l'étendue du territoire ivoirien. Et c'est par rapport à nos conclusions que je prends la parole aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens que si le gouvernement reçoit de l'argent pour des maladies respiratoires, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Créer des structures de façon à ce que dans les urgences, dans ces cas d'urgence-là, le citoyen ou alors le malade soit pris en charge. Comment? L'aider à assurer une bonne oxygénation dans ces tissus. Parce qu'on a un certain niveau d'oxygène, de concentration d'oxygène. Dès lors que vous arrivez en dessous, on doit absolument vous mettre un tuyau qu'on appelle intubation. On doit vous mettre un tuyau à partir du nez jusque dans le poumon et vous brancher sur ces appareils, les respirateurs artificiels, pour maintenir la ventilation de vos tissus. Et je vois, dans le cas de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a reçu de l'argent, mais jusqu'à présent, on ne sait pas où est parti cet argent. À partir du moment où ils n'ont pas créé une structure, Dieu merci, je tire le chapeau au Nigeria, ils ont créé des structures, même si c'est des structures mobiles, mais toujours est-il que ce sont des structures qui existent. Et dans les conditions
lesquels vivent les populations en Côte d'Ivoire, je dirais que le gouvernement a échoué. Et je suis vraiment sidéré que sur ce débat-là, des gens même à qui je fais confiance, des femmes, des hommes intellectuels, des médecins, des ingénieurs, qui ramènent le débat à un niveau politique, mais on ne peut pas tout régler de cette façon-là. Sinon, on ne va rien régler en fin de compte. Quand nous, à partir de notre expérience aux États-Unis, on demande au gouvernement africain de créer des structures typiques pour les maladies respiratoires. Quelqu'un qui ne peut pas respirer, c'est quelqu'un qui est en train de mourir. Et qu'on me dit que non, mais ce que vous faites là-bas, vous pensez qu'on a les moyens. Mes chers compatriotes, les décideurs, et vous, les hommes de presse, soyez, par exemple, l'écho de nos voix quand il s'agit de pousser et de bousculer tout le monde de façon à ce qu'on crée ces structures-là. Parce que M. Ouattara a reçu de l'argent de l'OMS, a reçu de l'argent de la Banque mondiale. Pourquoi mettre ces malades, non seulement qui sont dans des situations de maladies très contagieuses, et les mettre avec les malades au service des maladies infectieuses au CHU de Trècheville? C'est pas normal. Vous avez reçu des fonds. Utilisez ces fonds-là pour servir la population auprès desquels vous êtes partis pour demander qu'ils votent pour vous. En échange, acceptez à un moment donné de votre vie de les servir, de les rassurer, de les conforter même dans leur situation de citoyens. Pour qu'on sache que, effectivement, nous, on a tous des défauts, mais au moins qu'on sache que, effectivement, à un moment donné, voilà quelqu'un, malgré tout ce qu'on dit sur lui, au moins à ce niveau-là, il a eu à faire ceci ou cela. Il y a des principes, par exemple, d'hygiène, que moi, je n'avais jamais su jusqu'à ce que je rentre dans le domaine médical ici. Et on nous a donné une façon de sortir des toilettes, une façon d'entrer dans les toilettes, comment se comporter quand vous sortez des toilettes. On a une organisation du lycée que j'ai fréquenté où j'ai donné ces directives-là, j'ai dit voilà. Mais les gens ont ramené ça dans ce groupe-là. Des femmes m'ont appelé, il y en a qui m'ont écrit pour me dire merci. Par contre, il y en a qui ont trouvé que oui, de toutes les façons, les médecins même ont dit ceci, mais le médecin va... Est-ce que le médecin, depuis que je suis là avec cette affaire du Covid, je n'ai pas vu un médecin ivoirien faire une conférence de presse et dire aux Ivoiriens, quand vous sortez des toilettes, et ça je partage avec tous les Africains qui nous regardent, et particulièrement les Béninois qui nous suivent en ce moment, que quand vous sortez des toilettes, utilisez toujours, d'abord, vous rentrez, vous faites ce que vous avez à faire, avant de vous laver les mains, utilisez du papier pour ouvrir le robinet. Quand vous avez fini, utilisez du papier pour fermer le robinet. Ne touchez pas au robinet. Vous vous salissez, vous contaminez encore vos mains. Et quand vous allez sortir des toilettes, utilisez toujours du papier pour ouvrir la porte. Ce que je fais, j'ouvre la porte, je mets mon pied pour caler la porte et l'ouvrir grandement avec mon épaule parce que j'ai un habit, c'est pas ma peau directement en contact avec la porte et j'ouvre et puis je sors. Ne touchez pas au poignet des portes quand vous sortez des toilettes. Vous recontaminez vos mains que vous avez lavées. Ça, c'est des choses que j'ai appris ici, que je vais partager avec les Africains sur le continent. Et vous faites des déclarations ou bien vous écrivez des trucs comme ça, vous distribuez. Les gens trouvent que vous n'êtes pas médecin et que vous voulez faire ceci. Non, il s'agit de sauver des vies. Nous n'avons pas les moyens. Les petits gestes qui vont protéger la population, c'est ce qui doit nous intéresser. Tout à fait. Surtout tous ceux qui sont dans les pays d'accueil. C'est ce que vous devez faire pour aider nos populations sur le continent. Voilà qui est clair, Madeleine Kondo. La variante du virus détectée en Afrique du Sud est en train de se répandre sur le continent comme une traînée de poudre. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de réagir? Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est ému et a critiqué, notamment lors du Forum mondial de Davos, il a critiqué donc le fait que les grandes nations se soient accaparées des vaccins et de toutes les doses disponibles. Votre avis sur cette sortie qui est quand même une sortie extrêmement importante? Oui, parce qu'en fait, ça fait partie des règles des plus forts. Toujours, c'est les plus faibles qui sont servis, les derniers. Cette variante, je crois que les scientifiques ont dit que c'est juste dans le cadre de la prévention, mais c'est les mêmes médicaments qui les soignent. Mais maintenant, il paraît que c'est à haute dose de contamination.
la contamination est beaucoup plus rapide, plus élevée. Bon, donc, je crois que nous sommes dans le système toujours de la prévention, de la prévention en Afrique. Si on n'accentue pas ce phénomène-là, nous avons eu des rencontres avec les communautés ici sur ce thème-là. Mais quand tu vas vers eux, il y a beaucoup de gens qui ignorent totalement cette existence-là. Et c'est extrêmement dangereux. Donc, tant que l'ignorance est beaucoup plus ancrée dans notre compréhension par rapport à la Covid, quels que soient les milliards qu'on va dépenser, il n'y aura pas de résultats probants sur le terrain. Au Sénégal, aujourd'hui, c'est le phénomène-là qui se passe. Dans tous les autres pays, c'est le même phénomène. Ils ont mis des milliards, mais au finish, les résultats, on ne voit pas sur le terrain parce que les populations, les mesures de barrière ne sont pas respectées comme ça doit être respecté. Je crois que c'est le préalable. Maintenant, ce monde-là, ce monde occidental par rapport à l'Afrique, je crois que, évidemment, quand on voit l'Afrique du Sud, c'est des gens qui disent cru ce qu'ils pensent. C'est comme les pays anglophones, ils sont comme ça. Bon, mais nous, nos pays francophones, nous sommes toujours à la courbette. C'est pour... quand on veut parler, on regarde ce que la France a dit et puis nous aussi, on répète la même chose que la France est en train de faire et de dire de la même manière, mais ou bien d'une manière déguisée. Nous, c'est comme ça, c'est ce que nous avons constaté. La France dit confinement, beaucoup de pays se sont levés pour dire confiner. La France dit, bon, on va prendre des mesures d'urgence, beaucoup de pays se sont levés pour dire mesures d'urgence. Mais c'est extra. Il faut que nous ayons une dimension africaine pour régler ce problème-là. Parce que nous n'avons pas les mêmes comportements. D'abord, avec l'Europe, nous n'avons pas les mêmes cultures. Quand on dit comportement, nous avons des cultures différentes. Nous avons les appréhensions. Et puis, ce n'est pas dans nos langues que les choses se manifestent. Prenons nos langues, expliquons. Et puis, il y a beaucoup, ce qui va être les vaccins là, il y a beaucoup qui nous disent, monsieur Cissé, quand le vaccin là vient là, au Sénégal par exemple, on dit quand le vaccin là vient là, il faut que d'abord le président de la République se vaccine au palais. On voit. Que tout le monde voit d'abord. Nous, on voit d'abord. Ces ministres se vaccinent, on voit d'abord. Et que le corps médical se vaccine, on va dire, les enfants, donc c'est vrai, le vaccin là c'est bon. Sinon, ils ne vont pas accepter parce qu'ils vont penser qu'ils sont venus les empoisonner et les tuer. Parce qu'il y a une suspicion entre nos classes dirigeantes et les populations. Les populations ne font plus confiance à ces classes dirigeantes-là, qui ont, n'est-ce pas, qui sont restées pendant des décennies dans le mensonge d'État. Dans la tromperie politique. De telle sorte que même si la vérité arrive, les gens ne croient pas. C'est comme celui qui s'amusait avec les gens dans le village, dit le lion est venu, les gens sortent, il n'y a pas de lion. Le jour où le lion est venu, les gens ont dit, le lion l'a dévoré. Donc il y a cette situation-là, cette psychose, cette distance entre les populations et les acteurs politiques, ça crée la crédibilité dans leur communication. C'est extrêmement important. Alors, Madeleine Kondo, l'Afrique du Sud est obligée aujourd'hui de commander en Inde et d'espérer peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, ses premières doses de vaccins. Le président Ramaphosa dénonce une mainmise des pays occidentaux sur les stocks de vaccins. Quelle est votre lecture? Ce sera la dernière question sans doute. Je pense que le problème ici, c'est de changer notre façon de vivre. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe, ce n'est pas parce que nous sommes dans des pays développés que tout ce qu'ils font, nous devons adopter ou alors nous devons les suivre. Comme M. Lamine Cissé a dit, dès que la France prend une décision, nos dirigeants copient. Dès que la France fait une déclaration, nos dirigeants copient. Mais ces pays-là ont les moyens de leur politique. Et ce sont ces pays-là qui décident qu'on nous prête de l'argent. Pour dire que ces pays-là peuvent se faire emprunter ou alors peuvent se faire prêter de l'argent sans être soumis aux mêmes exigences que nous. Et de cette hypothèse, il ne nous servira pas à copier ce qu'eux ils font. Je vais prendre un cas simple. Quand on avait parlé de la vache folle, il y a combien d'Africains qui ont fait l'objet de maladies de la vache folle? La plupart, d'après les statistiques, dans le temps, moi j'étais en France et j'ai discuté avec des gens, la plupart ont dit que c'est ceux qui sont en train de courir après les steaks saignants là. C'est eux qui sont prédisposés à ça. Donc parce que moi je découpe ma viande, ça fait 2 heures sur le gaz ou bien au chaud.
je ne vois pas quel virus qui va résister à cette température. Vous allez me dire, les gens n'ont pas de solution alcoolisée. On peut fabriquer sa propre solution alcoolisée. Quelques gouttes d'eau, avec de l'eau, avec quelques gouttes d'eau de javel, vous essuyez tout dans la maison. Vous ne savez pas qui vient vous voir. Tout ce que vous pouvez toucher dans la maison, il faut essuyer. Ce sont des mesures qui peuvent vous aider. Et les gens sont là, ils restent dans des situations figées, ils ne veulent pas changer. Et après, ils trouvent que c'est... Non, il faut les moyens les plus... C'est-à-dire l'argent qu'on va recevoir, on doit allouer la plus grande somme à la prévention, éduquer les populations, leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire, et dans toutes nos langues, pour que les gens comprennent le danger. Maintenant, quand il s'agit de cette autre forme de la COVID-19 en Afrique du Sud, à partir du moment où c'est traité avec les mêmes médicaments, et on n'a pas dit de doubler les doses, c'est aux mêmes doses, moi j'estime que là, on doit comprendre qu'il doit y avoir peut-être un problème de communication. Parce que M. Lamine et M. Touano, si une maladie arrive et qu'on dit qu'il y a une autre variante, et que, prenons le cas par exemple d'un produit, c'est le même produit qu'on doit prendre pour soigner la variante, et on ne nous dit pas que pour soigner la variante, au lieu que le traitement soit 5 jours, la variante, le traitement doit durer 1 mois. On ne nous dit pas, au lieu que le traitement du virus initial est à telle dose, pour la variante, on doit doubler la dose, on ne nous dit pas ça. Et là où nous restons sceptiques sur cette affaire de vaccination et cette affaire de Covid, c'est dû au fait que si vous prenez tous les médicaments sur le marché, c'est-à-dire les médicaments des laboratoires pharmaceutiques, ce qu'on appelle la carte d'identité du médicament, c'est toutes les informations. Ce médicament-là, ses interférences avec les autres médicaments, compatibilité ou pas. Mais tout ça, on n'a pas. Ça, c'est 1. 2, les professionnels même des laboratoires pharmaceutiques avaient dit dans le temps que pour mettre un vaccin fiable sur le marché, il faut au moins 20 ans. Okay. Vous savez très bien que le médicament qu'ils sont en train de donner, et même le vaccin, cette affaire-là a commencé les premiers cas de Covid aux environs de novembre. Et je vais vous dire, compte tenu des fêtes de fin d'année, ils n'ont pas voulu alarmer les gens parce que c'est les 2 principales fêtes où tous les commerçants, c'est-à-dire les boutiques, font le gros de leurs recettes. C'est pour vous dire que la carte d'identité du vaccin, là, il y a beaucoup d'informations qui manquent. Et voilà. Moi, en tant qu'activiste, en tant qu'Africaine, je dirai toujours ce que je sais et je donnerai toujours les informations et je dirai ce que j'ai à dire pour prévenir la situation, le chaos. Les gens peuvent me traiter de ce que je suis, de ce qu'ils veulent. On dit que je ne suis pas médecin, mais je parle avec des médecins, je pose des questions. Ce qu'ils me disent, je partage avec les gens. Madeleine Kondo, dans la structure d'un malade, c'est seulement le médecin qu'on considère. Tous ceux qui font partie de l'équipe médicale sont importants. Voilà, Madeleine Kondo, on vous aura compris, vous êtes panafricaniste, présidente fondatrice de l'ONG AUHR, African Union for Human Rights. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis sur cette émission qui donc traitait des conclusions du 58e sommet de la CEDEAO. Merci et à très bientôt pour notre numéro de Langue de Vue.